Bonjour Thomas, merci d'être avec nous, de nous accorder un petit peu de temps. Je vais, pour commencer, rappeler un petit peu le contexte, si tu veux bien. On a fait ensemble, avec trois autres participants, une table ronde sur le dernier Satis. Alors, avec l'idée de résumer un petit peu l'année extraordinaire autour du concept du métaverse, l'année passée. On a parlé de beaucoup de choses, peut-être d'un peu trop de choses en une heure. On a fait que survoler, survoler pas mal de trucs. Et l'idée, c'est aujourd'hui de prendre un petit peu de temps pour revenir sur ce qu'on a dit et peut-être développer un peu plus, donner un peu plus d'exemples et suivre les petits points qu'on avait évoqués un peu plus loin pour donner aussi aux gens l'envie d'aller creuser eux-mêmes le sujet. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant de la table ronde, on mettra dans la description un lien vers un mini résumé et le Satis fournira normalement en début d'année prochaine une vidéo complète de la table ronde, donc les gens pourront aussi se replonger dans cette discussion. Mais commençons tout de suite par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Merci pour cette invitation, Grégory, d'abord. Je suis Thomas Bogini. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la réalité virtuelle, principalement en tant que développeur, donc avec une casquette technique, mais j'ai eu aussi l'opportunité d'avoir un rôle un petit peu plus lead et de travailler avec des équipes sur des super projets en réalité virtuelle. Donc, j'ai travaillé dans un environnement de recherche, donc avec l'IRISA, avec l'IRT Bicom à Rennes. J'ai aussi travaillé pour des startups, la startup Simango en l'occurrence, qui se trouve aussi à Rennes. Et puis dernièrement, et là je viens de terminer mon contrat avec Clarté à Laval, avec qui on a aussi travaillé sur des fantastiques projets de formation en réalité virtuelle. Et puis, j'ai pu suivre de là-bas aussi l'avènement un petit peu du métaverse et un petit peu essayer de décortiquer les choses avec ma loupe de technicien. Alors, justement, c'est extrêmement intéressant. Tu avais un peu le rôle de cette vision technique sur la table ronde parce que, évidemment, on se concentre sur les usages, hein. Clairement, on s'intéresse vraiment aux usages qui vont être faits du métaverse, du concept du métaverse et de plus largement des techno immersives. Mais c'est quand même toujours intéressant j'ose pas dire réatterrir un peu, mais de s'intéresser aux possibilités techniques pour savoir en gros ce qu'il est possible de faire tout de suite, bientôt ou pas du tout. Donc, la première question et la première partie sur laquelle tu es intervenu, c'est justement qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Alors, si l'an zéro du métaverse, on le connaît, hein, 21 octobre 2021, les planètes s'arrêtent, les oiseaux arrêtent de chanter et Facebook se transforme en méta. Mais quelles sont pour toi les dates intéressantes, les faits intéressants depuis un an? Alors, il y a plusieurs choses. Euh, D'abord, comme tu viens de le dire, cette annonce de Facebook qui devient Meta avec une claire ambition de transformer son réseau social en métaverse. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai lu. Facebook ne meurt pas, mais Facebook se transforme. Euh, j'ai retenu une date, fin d'année dernière, il me semble autour de septembre-octobre, l'annonce de Facebook de créer 10 000 emplois. 10 000 emplois qui seront orientés vers la création de ce métaverse. Donc ça a accompagné forcément l'annonce de Mark Zuckerberg de transformation de son entreprise. Et je trouvais que c'était euh, euh, vraiment un coup de poing pour dire, bah voilà, le métaverse est un concept, le métaverse est un concept fantastique presque, et on va essayer d'en faire quelque chose de réel. Donc ça, c'est une première date que j'ai retenue. Et aussi, en lisant un petit peu entre on va dire, les informations du début de l'année 2022, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu énormément de Quest 2, de MetaQuest 2 vendus. On n'a pas eu les chiffres directement, mais les personnes qui sont aux manettes des plateformes auxquelles est connecté auxquels sont connectés les casques de réalité virtuelle de façon générale, ont enregistré
énormément de connexions de MetaQuest 2. Et donc, ça voulait dire indirectement qu'il y a eu de très bons chiffres au niveau des ventes du Quest 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que on a l'envie de créer un métaverse et on crée une base d'utilisateurs. C'est une base d'utilisateurs qui est significative d'un coup, grâce aux bonnes ventes faites autour de Noël 2021. Voilà, donc ça, pour moi, c'est les premières dates que je retiens et on est dans l'avènement, je dirais, l'avènement du métaverse. 2022, c'est autre chose, puisque deuxième trimestre 2022, là, on commence à communiquer sur les mauvais résultats financiers de Meta. Alors, c'est des résultats au sens général, mais globalement, on sent que l'effort a été peut-être orienté peut-être un petit peu trop brutalement et trop vite vers la création de quelque chose de nouveau et quelque chose qui n'est pas encore tangible. Et donc, pour moi, ça, c'est un premier signe, une première alerte, quelque chose à observer en tout cas. Et au cours de l'été, mais c'est arrivé bien avant aux États-Unis, on a l'ouverture de la plateforme Horizon Worlds à l'Europe en particulier. La très attendue plateforme. Et, bah oui, parce que je pense que c'est comment dire, l'application métaverse en fait qui est proposée par Meta et c'est en quelque sorte la promesse. Et là, donc, il y a eu l'ouverture de ce Horizon World, mais ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Pourquoi? Parce que même si personne l'avait testé, dès le départ, au niveau de la communication, c'était désastreux, puisqu'il y a eu cette fameuse illustration de Mark Zuckerberg avec en arrière-plan la Tour Eiffel et je crois la cathédrale de Barcelone, Oui. qui sont des assets très très simples et qui étaient placés de façon très très simple derrière lui sur un paysage lui aussi tout simple. Et je pense que les gens se sont dit, mais attendez, il y a cette annonce qui est faite d'ouverture de Horizon Worlds, et est-ce que l'image qu'on nous montre est la promesse en fait de ce métaverse et d'un point de vue graphique, c'est vraiment trop simple pour être quelque chose d'intéressant. Donc là, il y a eu un bashing d'emblée. Et ça a peut-être créé aussi un désintérêt aussi par la même occasion. Je pense que beaucoup de personnes ont critiqué ce que c'était que cette plateforme sans vraiment y être allé. Après, je note aussi que ceux qui y sont allés, enfin, tu as dû comme moi, dès que l'ouverture a été OK, et même un peu avant, aller voir ce que Mm. c'était. Oui. On peut pas nier le fait que, bon, ouais, on soit quand même un peu déçu, quoi. Alors, oui et non, hein, je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un Mm. petit peu plus tard, mais comment dire, ce casque MetaQuest 2, même si c'est un bel objet, même si on peut faire beaucoup de choses avec, reste une plateforme qui est très contrainte d'un point de vue Mm. technique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des graphismes qui sont trop poussés. On ne peut pas Mm. avoir une simulation de qualité de l'ordre de ce qu'on aurait sur un ordinateur, un Mm. PC. Et je pense que ça, c'est pas très clair dans l'esprit de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de confusion ici. On croit, en fait, avec toutes les images qu'on a aujourd'hui du métaverse, on a vu Ready Player One, on a vu aussi tout un tas de films de science-fiction qui sont autour de ce sujet-là. Et on se dit, ah, ça, c'est bon, c'est Facebook et Meta sont vraiment une tellement grande entreprise qu'ils sont en capacité de nous produire quelque chose de cet ordre-là, alors que d'un point de vue technique, ça n'est pas possible. Ça n'est pas encore possible, je dirais. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Mm. Et puis, bah voilà, hein, très, très dernièrement, pas mal d'articles qui vont dans ce sens-là et qui se rendent compte qu'en fait, il y a très peu de fréquentation dans les métaverses, hein, de façon générale. Et puis, voilà, c'est l'effet boule de neige. Peut-être que Facebook n'arrive pas aussi à faire prendre la sauce. Et peut-être que aussi, vis-à-vis de leurs actionnaires, eux, ils doivent prendre des décisions et montrer qu'ils restent orientés dans ce sens-là, mais qu'il faut qu'ils orientent, qu'il faut qu'ils actionnent la machine de guerre avec raison. Et pour cette raison, ils ont dû se séparer de 11 000 employés Mm. récemment. Ce qui est assez curieux parce qu'en fait, on a cette annonce d'embauche il y a moins d'un an de 10 000 personnes et d'un coup aussi, on se débarrasse de 11 000 personnes. Donc on ne sait pas vraiment où on va. On voit qu'il y a une hype, on voit qu'il y a une déception très vite. Et voilà, bon, moi je relis ça à un modèle bien connu qui est le modèle de Gartner parce que c'est un petit peu ça. On a, voilà, hop,
on a une énorme attente vis-à-vis du métaverse, et puis hop, on arrive tout en haut, puis on se rend compte des contraintes techniques, en fait, qui sont celles dont je viens de parler. Et puis on dégringole, l'espoir, l'attente se dégringole. Et après, bah voilà, moi c'est aussi ce que je veux dire pour terminer sur une note d'espoir vis-à-vis de ce sujet du métaverse, en tout cas sur ces dernières dates. Bah, on a ce creux des désillusions et après on a une consolidation qui vient par tout un tas d'événements qui viennent valider cette idée, surtout cet usage, tous les usages qui sont liés autour du métaverse, et puis éventuellement bah, de la productivité et quelque chose qui s'installe, un usage qui s'installe. Alors, Voilà ce que j'ai retenu. c'est intéressant parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il n'y a qu'un an quand même, hein. Dans toute cette discussion, on Et a oui. l'impression qu'on parle d'ère géologique, mais non, non, c'est pas la préhistoire. L'histoire, c'était il y a un an et ça s'est Mm-hmm. développé comme ça. Et il y a un an, comme tu l'as dit, hein, à l'annonce de Facebook, il y a aussi une inflation de l'utilisation du terme métaverse qui n'a pas, ça c'est un aspect personnel, mais qui n'a pas facilité la compréhension de ce que c'était et de ce qu'on pouvait en faire. Aujourd'hui, on en a discuté pendant la table ronde sur le Satis et on l'a vu avec les questions du public. C'est quand même assez compliqué d'appréhender ce qu'est le métaverse aujourd'hui. Beaucoup de définitions, Clairement. beaucoup de conceptions. On s'est même posé la question, est-ce qu'il faut tenter de le définir ou pas et sur quels critères? Comment tu vois cet aspect des choses, toi? Bah, moi, je te renverrai un petit peu à, euh, il y a eu la même chose il y a très peu de temps sur la réalité mixte. C'est toujours pas clair en fait, parce que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que la réalité mixte. C'est un petit peu tout, un petit peu rien. Est-ce que c'est de la réalité virtuelle? Est-ce que c'est pas de la réalité virtuelle? Que c'est de la réalité augmentée? En fait, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue du spectre de ce qu'est la réalité d'un côté et de ce qu'est le virtuel d'un autre côté, nous, c'est notre métier, on sait bien situer les choses et on est presque dogmatique parce qu'il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir qualifier aussi ce qu'on fait. Donc ça, on saurait l'expliquer, mais malheureusement, d'un point de vue marketing, assez souvent, il y a l'emploi de ces termes qui sont un petit peu barbares et qui font que en fait, les gens sont confus. Et ça, moi, je le comprends à juste titre. Et bon, après, il y a d'autres difficultés. Est-ce que le métaverse, bah, qu'est-ce que c'est en fait? Je pense que c'est la question à se poser. Et comment on le voit? Est-ce que c'est uniquement, ça on a pu le lire, beaucoup de gens qui revendiquent avoir des produits qui sont métaverses. Par exemple, on parle de Fortnite, on parle de Roblox aussi. Et nous, bah voilà, on vient du milieu soit de la réalité augmentée, soit de la réalité virtuelle. Bah, on est plutôt avec nos drapeaux à dire maintenant, attendez, non, non, le métaverse, c'est de la réalité virtuelle ou c'est de la réalité augmentée, puisque c'est comme ça qu'il a été initialement défini. Bon, je pense qu'on peut le rappeler, mais c'est rappelé sans cesse que le terme vient du roman Snow Crash, dans lequel le métaverse en fait est une plateforme qui est une plateforme de réalité mixte. Voilà, donc euh, après il faut observer un petit peu comment les choses évoluent. Je pense que l'attitude à avoir, c'est de ne pas condamner, c'est voir comment on peut agréger toutes ces propositions et voir quel est le consensus qui semble se dégager. Euh, et bon, d'après ce que moi j'observe, on peut qualifier de métaverse l'agrégation en fait de tous les mondes virtuels, des mondes virtuels qui seraient bah, entre eux interopérables, persistants, et dans lesquels il y aurait une économie. Chaque monde virtuel aurait son propre usage. Et voilà, ça c'est plutôt ma vision des choses. Mais il reste quand même malgré tout un gros travail de standardisation à faire parce que il faut pouvoir, parce que là on est dans une définition, tu vois, mais c'est pas encore quelque chose de réel. Tout le monde est chacun de son côté, avec ses envies, avec ses idées. On sent que tout ça, malgré tout, tend à converger. Mais voilà, il reste à faire un gros travail de standardisation. Il faut sûrement créer des forums pour rassembler tous les gros acteurs et que cette personne trouve à s'entendre sur bah déjà quels vont être les usages et surtout quelle va être l'expérience utilisateur à l'intérieur de ces métaverses, qui est une agrégation de tous ces mondes virtuels. Est-ce que là, on a fait un petit peu, enfin, tu as décrit un aspect très méta, sans jeu de mots, hein, enfin, un Oui. aspect vraiment global de la situation. Je voudrais que tu reviennes aussi
vraiment sur les technologies immersives, sur le lien entre métaverse, réalité virtuelle, métaverse, réalité augmentée, parce que comme tu l'as dit, c'est à la fois une genèse du métaverse, si on peut dire comme ça, à la fois par Neil Stephenson et par Meta, hein, puisqu'on est sur des trucs immersifs, et à la fois quelque chose de plus compliqué parce que dans cette galaxie d'outils qui pourrait devenir le métaverse au bout d'un moment, un peu comme la galaxie de sites web et de services devient l'Internet, l'immersion, elle est pas, elle est pas, j'arrive même pas à trouver le mot. Elle est pas si nécessaire, elle est pas si obligatoire. Mhm. Qu'est-ce que, comment tu vois ces usages des deux technologies? Alors, réalité virtuelle et réalité augmentée, hein, que tu peux replacer dans le contexte, mais est-ce qu'ils vont alimenter le métaverse? Est-ce qu'ils ce ne seront que qu'un élément parmi tant d'autres? Euh, je pense que dans un premier temps, il y aura un premier accès au métaverse qui se fera avec différentes modalités qui sont les modalités qui sont disponibles aujourd'hui. Forcément, il y a la réalité virtuelle puisqu'on a déjà des produits qui le permettent. Ces produits sont Horizon Worlds, comme on a parlé tout à l'heure. Euh, Moi, j'ai aussi pas mal utilisé Rec Room, qui est en fait une sorte de métaverse où on va s'amuser et retrouver des personnes de la même façon que VR Chat, qui sont, de mon point de vue, des produits qui sont très matures parce que c'est des produits qui ont plusieurs milliers d'utilisateurs actifs, plusieurs millions, pardon, d'utilisateurs actifs et aussi des produits qui étaient bien présents avant cette frénésie métaverse. Et il n'y avait pas de revendication particulière à s'appeler métaverse, c'était plutôt des espèces de mondes virtuels, ouverts, persistants et sociaux. Et ça, voilà, c'est des choses qui s'accèdent aujourd'hui en réalité virtuelle, mais pas uniquement en réalité virtuelle, puisque la réalité virtuelle, c'est une belle chose, c'est immersif, c'est très prenant, mais tout le monde n'a pas accès au matériel qui permet d'avoir cette expérience-là. Peu de personnes sont équipées, en vérité, par rapport à la grande population et la grande majorité des gens qui ont chez eux des ordinateurs ou qui ont des téléphones portables ou des tablettes et qui consomment de la même façon des contenus interactifs. Et donc, ce que permettent aujourd'hui ces applications-là, les applications dont j'ai parlé précédemment, bah, permettent aussi un accès avec des modalités ordinateur, clavier, souris ou tablette, etc. Donc, on est dans des expériences différentes. Je voulais dire des expériences dégradées, mais pas forcément, puisque ça dépend du terminal qu'on utilise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'accès au métaverse peut se faire de cette façon-là, et c'est très concret. Euh, mais on voit quand même, comme tu disais, quelque part, des limites à ça, puisque on voit très bien que quand on a son casque de réalité virtuelle, on est en train de se téléporter, on est en train d'utiliser tout un tas de métaphores qui font que bon, ça limite un petit peu l'aspect naturel des choses. Et on aimerait tendre plus vers ça, puisqu'on a aussi l'intuition que si on arrive à tendre plus vers ça, on aura on aura quelque chose de plus accessible, il y aura moins de friction en fait par rapport à cette adoption et de la façon dont on perçoit le métaverse. Et c'est pour ça que moi je crois beaucoup à la réalité augmentée. Euh, Parce que en réalité augmentée, en fait, on peut imaginer n'avoir que des lunettes. Hein, je ne sais pas de quoi je parle exactement, mais en tout cas, c'est une sorte de promesse qui est faite. Avoir des lunettes et puis pouvoir être dans son monde réel et créer un pont vers un monde virtuel qui augmente le monde réel. Ça peut être retrouver des gens qui sont représentés à côté de nous, mais alors qu'ils ne sont pas là. Et ça peut être aussi augmenter tout un tas d'objets et tout un tas de propriétés qui constituent notre environnement et qui feraient partie du métaverse et qui auraient des propriétés qui seraient seulement existantes dans le métaverse, comme l'économie et ce genre de choses. Mais voilà, la réalité augmentée n'est pas encore là puisque les technologies limitent l'usage d'une certaine façon aujourd'hui. C'est trop cher. Il n'y a pas assez de matériel qui permet d'avoir des expériences qui soient confortables. Et puis, je pense qu'il y a encore du travail avant de rendre cette modalité suffisamment mature et cet usage du métaverse accessible et fonctionnel. Mais voilà, je pense que l'avenir de notre rapport au virtuel, de façon générale, se situe dans la réalité augmentée,
Et donc, si on veut un métaverse en réalité augmentée, il faudra être un petit peu patient. Justement, tu en as parlé dans le premier point de cette. Alors, je vais essayer de trouver les mots justes, hein. De cette forte envie d'aller vers quelque chose qui soit très réaliste, porté par finalement des technologies ou des grandes entreprises qui nous ont habitués à faire des miracles, entre guillemets, et surtout à mettre beaucoup d'argent pour produire des choses rapidement, et une réalité peut-être plus liée à des limites physiques, hein, comme tu l'as dit, les lunettes de réalité augmentée, tout le monde en veut, c'est juste que c'est pas facile à faire et qu'il faut du temps, même si on s'appelle Facebook et même si on s'appelle Google. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, les attentes sont vraiment fortes et peut-être déçues par le résultat, par cette inadéquation entre la technique et le rêve ou le fantasme qu'on a de ce qu'on veut. Mais est-ce que ça va, toi qui as testé beaucoup d'outils, est-ce qu'on est condamné à ça? Et on attend toujours plus. Est-ce que finalement non, on a des plateformes qui n'ont pas vocation à être réalistes et qui seront très adaptées à des utilisations? Quelles sont un peu ces limites techniques et est-ce qu'on est toujours obligé de les dépasser? Alors, oui, moi, j'en conviens, hein, effectivement, aujourd'hui, on est très limité. Moi, je prends un exemple qui est assez criant, et puis un exemple sur lequel on communique beaucoup, par exemple, dans Horizon Worlds, on voit pas ses jambes. Et pour certains, ça peut être déplorable, puisqu'on est censé représenter les personnes avec qui on est, et en fait, on n'a qu'un semblant de représentation, en tout cas, une espèce de fraction de ce qu'ils sont, avec toutes les métaphores qui vont autour, et avec tous les raccourcis et les biais qui vont autour. Et ça, moi, je peux comprendre que ce soit déceptif. Donc ça, c'est peut-être un problème au niveau de la présence sociale. Après, bah, il y a les problèmes dont on a parlé au niveau du graphisme. Bah, on n'y est pas encore puisqu'on a des limitations techniques. On est avec des casques qui sont embarqués ou alors on est avec des casques qui ont des fils. On est obligé de se téléporter puisqu'en réalité virtuelle, bah voilà, on peut pas, on est dans le virtuel, on est enfermé, on n'a pas de prise avec le monde réel, donc on est obligé de mettre en place tous ces mécanismes. Et je peux comprendre que ce soit des déceptions. Je suis le premier à en convenir. Mais bon, après, moi, j'ai plus mon œil d'explorateur et puis d'observateur. J'essaie de voir dans quel sens on va par rapport à ça et comment on arrive à contourner ces limitations pour pouvoir en fait en faire des espèces euh, de plus et de bonus par rapport à l'usage qu'on a de ces contenus virtuels. Et la réalité virtuelle est vraiment un exemple criant de ça. Je pense qu'il faut être patient. Je pense qu'il faut pas, il faut garder euh, en vue ce concept parce qu'il a vraiment du potentiel. Il a autant de potentiel qu'en a Internet aujourd'hui. Il faut revenir un petit peu dans le passé, dans les années 2000. Est-ce qu'on pensait qu'aujourd'hui Internet allait être en fait ce formidable réseau qui nous connecte tous et qui nous connecte tous euh, euh, par nécessité, parce que ça fait partie de notre nature, et aussi qui est une formidable aide. C'est pas quelque chose qui est juste une espèce de jouet technologique. On voit ce qui s'est passé pendant le confinement. Internet était indispensable, et je pense qu'on vivra peut-être les mêmes choses avec ce que doit devenir le métaverse dans le futur. Donc, il faut être patient parce qu'il y a des limitations techniques à dépasser. Il faut être patient parce que les usages évoluent et notre façon de fonctionner en tant que société évolue. Euh, et voilà, je pense que il faut garder à l'idée ce concept et cette idée de métaverse. Et moi, je suis convaincu que ça va fonctionner puisque c'est pas simplement une intuition, c'est quelque chose que j'observe déjà dans les expériences que j'ai pu avoir des mondes virtuels. Euh, ce qui fonctionne, c'est l'aspect social. On peut rencontrer des gens et on peut communiquer avec eux. Euh, euh, et le biais est pas trop fort. Moi, je prends l'exemple de euh, Horizon Workspaces, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le produit métaverse professionnel de Meta dans lequel on peut rencontrer ses collègues et avoir des réunions professionnelles avec eux. Et je l'ai fait quelques fois.
et c'est terrible, ça fonctionne vraiment très très bien, très très bien. Évidemment, on est tous représentés avec nos avatars, on est tous représentés dans des environnements dans lesquels on ne sera jamais dans la réalité. Mais par contre, ce qui compte, c'est d'avoir cet échange professionnel, c'est de pouvoir travailler ensemble et que l'espace soit réel ou que l'espace soit virtuel. Je trouve que en fait, ce qu'on aura produit est exactement le même et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui malgré les limitations techniques qu'on peut rencontrer. Et je trouve ça assez formidable. Et pour moi, c'est vraiment un super bon signal. Il y a l'aspect économique aussi qui fonctionne. Quand on va dans Horizon Worlds, on arrive dans cette espèce de hub dans lequel on peut, je sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle des Worlds dans Horizon Worlds et ça s'appelle Venues, je crois. Et en fait, on peut aller soit dans un cinéma, soit dans un bar ou des choses comme ça. Et donc, c'est des lieux dans lesquels on fait la promotion d'œuvres culturelles. Ça peut être des films, ça peut être un album de musique et des choses comme ça. Et les artistes viennent, ils viennent aussi se produire, ils viennent discuter avec les gens. Et pour moi, ici, bah, d'un point de vue économique, ça fonctionne puisqu'on est en capacité de faire de la promotion, de faire de la publicité de la même façon. Et puis il y a aussi bah, l'aspect immersif, mais je dirais pas l'aspect immersif au sens de la réalité virtuelle. Quand on est dans le métaverse, qu'on soit derrière son écran d'ordinateur, qu'on soit dans un casque ou même avec son téléphone, on se sent dans le métaverse. Et pour moi, ça, c'est vraiment un signe qu'on a quelque chose de très solide, qu'on a quelque chose de très concret et qui a de l'avenir. Donc voilà, moi, je ne jetterai pas tout. Je garderai espoir et je vois même des très bons signaux. Je reviens sur ce que tu as dit finalement, cette adéquation entre la maturité technique et l'usage qu'on en fait. Est-ce que tu l'as dit aussi au début, est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu est-ce qu'on rentre pas dans une illusion qui vient d'œuvres de fiction? Tu parlais de Ready Player One, où finalement on a un outil qui fait tout. On a un oasis dans lequel on vient, on a un seul profil, notre avatar, et on fait tout. On peut aller bosser, on peut aller jouer au golf, on peut réparer ou apprendre à être chirurgien. Alors que en pratique, un outil qui fait tout, bah, ça n'a jamais existé. Et même dans le numérique, depuis les débuts de l'Internet, il n'y a pas un site ou une fonction qui fait tout. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se leurrer? C'est une sorte de course à l'échalote, quoi. Ouais, oui, moi là où je mets en garde, c'est dans euh, un petit peu le marketing qu'on en fait aujourd'hui et aussi la façon dont on se monte la tête par rapport à ce que devrait être le métaverse, puisqu'en fait on crée des attentes qui sont des choses qu'on ne pourra pas atteindre. Euh, et il faut aussi savoir faire la part des choses entre la fiction, comme on peut voir dans Ready Player One, comme on peut voir aussi selon un autre registre dans Matrix, où là on est dans l'ultra-réalisme. Il faut faire attention à ça, il faut savoir mettre les choses en perspective. Est-ce qu'on est en capacité de le faire aujourd'hui avec d'autres œuvres vidéoludiques, je dirais? Bah non. Donc pourquoi on devrait l'atteindre demain dans quelque chose qui n'existe pas, qui serait le métaverse? Je pense que ça n'est pas raisonnable. Il faut se laisser porter, mais malgré tout, il faut être critique et il faut faut être constructif. Il faut faire des propositions qui ont du sens, il faut faire des propositions qui sont liées à des usages, à des besoins qu'on a réellement. Je suis très heureux de faire cette discussion avec toi aujourd'hui dans Zoom. Je pense que je serai encore plus heureux de la voir sans entrave, avec toi à côté de moi et moi avec des lunettes de réalité augmentée et qu'on puisse l'enregistrer, je ne sais pas, d'une façon volumique. Ça serait intéressant. On y arrivera. Faut être patient. Et je pense qu'au jour où on y arrivera, on aura d'autres attentes. Mais voilà, on va dans ce sens-là. C'est évident. Et pour moi, c'est même obligé, dans le sens où on en a besoin. On est de plus en plus connectés euh, et, euh, et on est de plus en plus aussi en lien avec notre environnement, qu'il soit réel ou qu'il soit virtuel. On se définit aujourd'hui virtuellement, on a besoin de ça. Alors, on a abordé aussi un point qui était intéressant dans la table ronde, un point qui est lié justement au fait qu'on voit aujourd'hui les outils se transformer et qu'on a bien conscience que les outils qu'on a actuellement, il va falloir en trouver d'autres
alors plus efficient, plus adapté, etc. On parlait des lunettes de réalité augmentée qui techniquement aujourd'hui existent très peu. On a des modèles, mais on ne va pas les mettre dans la rue souvent, ou alors avec des versions vraiment très bridées sur les fonctionnalités. Donc on est dans cette idée qu'il va falloir retrouver du matériel, refaire du matériel, diffuser ce matériel auprès des utilisateurs. C'est l'exemple que tu as donné pour le Noël 2021 avec les casques. Et donc, quand on parle de ça, forcément vient sur la table le coût énergétique et le coût en matières premières de ces nouveaux appareils, la question de la durabilité, est-ce que je dois les changer tout? Enfin, j'ai l'impression de refaire la discussion que j'ai fait il y a 10 ans sur les smartphones. C'est un peu la même chose. Et puis, il y a 10 ans avant sur les portables et 10 ans avant sur les ordinateurs. Est-ce que cet impact de la durabilité dans bon, on est dans une phase quand même où enfin, on a deux, trois problèmes de durabilité, hein, de sustainability, de soutenabilité, pardon, sur tout un tas de trucs. Est-ce que c'est jouable aujourd'hui de dire, bon, ben, on va développer les concepts du métaverse et les mondes virtuels dans les 10, 15 ans à venir et il va falloir que vous preniez l'habitude de changer de casque tous les 2 ans parce que c'est comme ça, c'est la techno, quoi. Est-ce que ça, c'est un discours qui est entendable et est-ce que ça ne va pas impacter justement le développement de ce qu'on imagine être le métaverse dans le public parce que c'est un discours qui est pas trop dans l'air du temps en fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est une question qui est légitime. Euh, Moi, je suis plutôt optimiste. Je dirais, et c'est mon point de vue personnel, qu'on ne se change pas. On aura toujours un petit peu sûrement cette attitude à vouloir produire plus et à vouloir avoir des choses nouvelles. Cependant, je pense qu'on est de plus en plus raisonnable. Pas individuellement, hein, on l'est forcément, mais en tant que système, en tant que société, on va chercher à réduire son impact. L'impact n'est jamais zéro, mais si on peut le réduire, si on peut conserver un modèle qui est le même tout en réduisant notre impact, bah, c'est déjà une bonne chose. Et moi, je constate que ça va plutôt dans ce sens-là. Et c'est aussi quelque chose qui est poussé par le consommateur. Et c'est une très bonne chose. Et pour moi, c'est même un devoir. Je constate aussi, et là je prends ma casquette de sachant, parce que c'est un aspect technique de la chose, un aspect même software, c'est qu'aujourd'hui on va essayer de maximiser la compatibilité des contenus par rapport aux devices qui sont utilisés. Si on doit faire un contenu pour un device qui est ancien, bah, va essayer de maintenir cette compatibilité. Et c'est pas que du ressort de développeurs indépendants, chacun fait son truc pour essayer de maximiser la compatibilité avec tous les casques, avec tous les ordinateurs, etc. Aujourd'hui, c'est des consortiums qui se forment et qui permettent d'aller dans ce sens-là. Et ça, on le voit jamais comme tel. On se dit, si je prends l'exemple de OpenXR, si je dis, bah voilà, OpenXR, c'est bien parce que ça permet en fait d'abstraire une certaine couche logicielle qui permet de, quand on développe un contenu, de le faire pour plusieurs casques, bah, c'est une très bonne chose. Mais ce qu'on ne voit pas aussi, c'est l'impact que ça peut avoir d'un point de vue écologique, hein, écologique au sens premier du mot, de dire qu'en fait, on va considérer tous les aspects et tous les casques qui sont disponibles de façon à être accessibles, mais aussi de façon à peut-être permettre de ne pas, comme tu parlais de course à l'échalote tout à l'heure, de se dire, bah tiens, il faut que j'ai le dernier casque, il faut que j'ai le dernier machin pour avoir la meilleure expérience. Non, bah voilà, l'expérience sera plus ou moins la même. J'ai pas besoin d'acheter le dernier casque parce que il est compatible avec le contenu qui m'intéresse. Je vais terminer par une question un peu de prospective, hein. C'est le jeu de voir un peu aussi qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent. En tout cas, comment tu vois, toi, l'évolution des usages de ce fameux métaverse dans les 1, 2, 5 années qui viennent? On va rester relativement proche. Est-ce que tu penses qu'on va, je sais pas, on va avoir une annonce qui va vraiment bouleverser le système? Alors, je vois deux choses. Euh, une première chose qui me paraît être conforme à tout ce qui s'est passé par rapport aux bons technologiques qu'on a pu faire jusqu'ici. Je pense qu'il y a des business qui vont se développer
de façon assez confidentielle dans le métaverse et qui ensuite vont prendre de l'ampleur en fonction des utilisateurs qui vont être intéressés. Aujourd'hui, moi, quand je veux acheter des pièces pour ma voiture, bah, je passe par Internet parce qu'en fait, il y a des sites qui me permettent de le faire. Donc, ça veut dire qu'au début, il y a eu une petite niche de gens qui se sont dit, bah, tiens, on va vendre des essuie-glaces, on va vendre des pièces pour les moteurs et tout. Ça va répondre, peut-être on va avoir une petite base d'usagers. Puis, au fur et à mesure, on voit que bah, beaucoup de personnes le font comme ça parce que c'est pratique, en fait. Parce que c'est pratique et puis parce qu'on a accès aussi à une base d'informations, etc., puis un service. Et ça, moi, je dois dire que je trouve ça très pratique. On peut imaginer la même chose dans le métaverse. Je donnais l'exemple de l'apprentissage des langues lors de notre conférence au Satis. Et moi, j'ai déjà expérimenté la chose. Et je pense que si aujourd'hui, il y avait des espèces d'écoles ou alors tout simplement des groupes de personnes qui permettaient à d'autres d'apprendre une langue étrangère dans un esprit d'échange, je pense que ça pourrait avoir du sens puisque le métaverse est quand même aussi, on n'en a pas parlé, euh, euh, l'agrégation de toutes les cultures aussi du monde, puisque tout le monde s'y connecte. Ça, c'est un aspect qui est ultra intéressant. Donc ça, c'est une première chose, développement de petits business, création, on va dire, du besoin, et puis aussi, comment dire, on se rend compte de la praticité des choses, et puis les choses évoluent comme ça. Et donc demain, moi, j'irai rencontrer un conseiller dans le métaverse pour me dire si c'est cette pièce-là qu'il fallait pour mon moteur et je l'achète, etc. Et je l'ai rencontré virtuellement. Et il y a autre chose, je pense, qui est immanquable, et ça, est-ce qu'il faut voir ça comme une épée de Damoclès? Je ne sais pas. Apple va bouger. Il va se passer quelque chose. Voilà. Ils sont en train de travailler sur quelque chose qui serait apparenté à de la réalité mixte. On ne sait pas très bien ce que c'est. Ils ont la culture du secret. Mais il se pourrait que ça bouscule aussi ce concept et cette conception du métaverse, puisque quand Apple arrive avec un concept qui appartient et qui est Apple d'une certaine façon. Quelque chose que peut-être les autres n'avaient pas, et je pense qu'ils arrivent comme ça à créer des marchés avec très grande facilité. Donc, est-ce que ça peut être quelque chose qui s'apparente au métaverse? Je ne sais pas. Est-ce que parce qu'on est aujourd'hui dans cette creux, dans ce creux des désillusions, est-ce que c'est eux qui vont permettre en fait de remonter la pente pour avoir quelque chose qui s'apparente à de la productivité parce qu'ils arriveront avec une proposition coup de poing nécessaire et qui nous feront évoluer même en tant que société, je ne sais pas. On l'a vu hein, précédemment, je veux dire, l'iPhone, c'est quelque chose, c'est un exemple criant de ça. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. L'avenir le dira. Je ne peux pas te dire si moi j'y crois ou pas, j'en sais rien parce que c'est tellement mystérieux. On va se donner rendez-vous fin 2023 pour voir si Apple a bougé ou si d'autres événements sont venus un peu troubler le terrain. Ouais, bah peut-être avant, je sais pas. On verra. Il s'est passé beaucoup de choses cette année, je ne serais pas surpris que ce soit avant. Ok, eh ben écoute, les paris sont pris. Merci Thomas pour cette discussion et Avec plaisir. rendez-vous. Alors, on va essayer de continuer le sujet parce que je pense qu'on a quelque chose de vraiment intéressant. Donc vraiment, peut-être sur le Satis 2023, on continuera notre exploration de ces évolutions et de voir vers quel chemin, vers quelle voie tout ça nous amène. Merci beaucoup. Merci Grégory.